Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. On débat répercussions du conflit Iran-Israël, grève générale illimitée déclenchée dans les hôpitaux de Pointe-Noire, visite des victimes d'inondations par le Premier ministre. Avec moi sur ce plateau, Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Bianzoukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Clavis Kiba, promoteur du journal Events. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Pour aborder notre premier sujet, je vous invite à suivre ce reportage. Depuis vendredi, des missiles iraniens ont frappé un immeuble à Petah Tikva, faisant 4 morts et 87 blessés selon les secours israéliens. Côté iranien, le bilan est lourd. 224 morts selon les autorités, plus de 400 d'après des ONG, dont près de 200 civils. Les gardiens de la révolution promettent des frappes plus destructives. Israël, de son côté, dit vouloir empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, malgré l'absence. Alors, depuis donc le 13 juin, l'armée israélienne est en train de bombarder les sites supposés être des sites qui devraient abriter les installations nucléaires du Liban, et après aussi le régime de Téhéran est en train de riposter. Albert, est-ce que cette confrontation est en train de bouleverser l'équilibre géographique au Moyen-Orient? Oui, tout à fait. Mais pas seulement cette confrontation. Il y a déjà depuis quelques semaines, quelques mois, le régime, disons, le gouvernement israélien a fait part de sa volonté, appuyant cela d'ailleurs par le président américain Donald Trump, de remodeler un peu le visage de tout le Proche-Orient, tout le Moyen-Orient, puisque ne l'oublions pas, aujourd'hui c'est la guerre contre l'Iran, donc pour les Israéliens, mais avant, il s'en était pris d'abord au Liban, au Hamas dans la bande de Gaza, ensuite à la Syrie, qui a subi aussi donc des bombardements, et vu l'effondrement, enfin au moins la fuite du président al-Assad, donc à Moscou. Alors aujourd'hui, c'est le régime iranien qui est attaqué, et Israël continue de marteler que c'est lui le noyau, la tête de tout le militantisme arabe dans la zone. De fait, beaucoup de pays ont pris fait et cause pour l'Iran, même s'ils n'ont pas participé activement à la riposte, et regardent celui-ci batailler donc contre le géant de la défense qu'est Israël. Alors tout cela nous conduit à nous poser quand même des questions. Est-ce que ce qui va venir sera, comme l'affirme M. Benjamin Netanyahou, meilleur que ce qui est, et qu'est-ce qui se passera pour toutes les causes qui sont enfouies sous les bombes? Je parle notamment pour ce qui est de l'Iran, de le sort des femmes iraniennes, qui n'a jamais été, vu d'une manière très claire maintenant, depuis que le régime iranien, le régime de Téhéran, dit qu'il veut résister, et que cette résistance est pour lui le fer de lance d'une capacité à tenir tête à Israël. Or, le fait est que l'Iran a aujourd'hui la plupart de ses officiers supérieurs, les gardiens de la révolution, de ses structures de défense, en plus donc des centres de production ou de recherche sur le nucléaire, aujourd'hui laminés par les bombes israéliennes. Est-ce que, comme l'Iran est producteur de pétrole, nous verrons aussi une des conséquences toucher le marché pétrolier, c'est-à-dire donc faire connaître des variations sur le marché dans l'offre et la demande? C'est une question. Ok. Clavis, est-ce que l'Israël arrive à atteindre ses buts? Est-ce que les capacités de l'Iran peuvent être anéanties avec ces frappes? Oui, ça peut être des armes. Pas n'importe quoi, c'est des armes
je crois que atteindre son but, je ne pense pas. Mais ils vont retarder ils vont retarder parce que le problème d'Israël, c'est de retarder le programme nucléaire iranien. Que l'Iran ne dispose pas l'arme nucléaire. Leur problème, c'est ça. Ils ont commencé des attaques parce qu'ils ont vu que l'Iran était devenu dérangeant en avançant avec son programme nucléaire, en avançant avec l'enrichissement de l'uranium. Donc, ce que Israël fait, c'est de repousser davantage l'avancement de ce processus pour que l'Iran ne dispose pas l'arme nucléaire. Et moi, ce qui me retient dans ce conflit, c'est que c'est les répercussions que ce conflit a sur le plan mondial. Tout à l'heure, Albert parlait du cours du baril du pétrole, mais c'est vrai, ce conflit-là a fait en sorte que le pétrole augmente. Aujourd'hui, l'augmentation est estimée à 8%, puisque l'Iran est situé à côté du détroit d'Ormuz, qui était un endroit stratégique pour le commerce du pétrole mondial, et parce que 20% du commerce mondial passe par le détroit d'Ormuz. Donc, cette situation-là fait à ce que le baril du pétrole augmente, et ça crée une crise. Ça crée une crise au niveau mondial et c'est bénéfique peut-être pour les pays producteurs de pétrole. Et il y a aussi le risque d'inflation qui est là. Et autre chose, c'est que ce conflit-là, ça crée une situation de peur dans le monde. On se dit, mais où va le monde actuellement? On n'a même pas encore fini avec le conflit entre l'Iran, Moscou, non, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on tombe directement sur un autre conflit de grande envergure. Donc, ça plonge les populations du monde dans une situation de peur. Est-ce que là, on ne va pas vers la troisième guerre mondiale là, puisque Israël, justement, pourra être soutenu par les États-Unis, ce qui est peut-être inévitable. Les États-Unis pourront appuyer Israël dans cette histoire, dans ce conflit. Ok. Guy, peut-on craindre l'entrée en conflit des grandes puissances comme le craint Clavis? Peut-on craindre l'entrée en guerre des grandes puissances? Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis. Oui, mais nous craignons la déflagration planétaire, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. C'est ce que nous craignons aujourd'hui. Et pour comprendre la réalité aujourd'hui, c'est une guerre aujourd'hui, si on n'y tient pas garde, fera intervenir des grandes puissances, c'est-à-dire c'est la guerre des alliés. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'Iran, on sait quels sont les pays qui sont derrière l'Iran. En fait, ce bloc a été déjà tracé. Si tu essaies un peu de bien voir, ce bloc a été tracé. On parle de la Corée du Nord, on parle de la Russie, on parle de la Turquie et autres. La Chine. Voilà, la Chine, qui se rangeront peut-être derrière l'Iran. Et quand on prend l'Israël, nous savons, les États-Unis, tous ces pays de l'Union européenne derrière l'Israël, vous voyez déjà là où nous partons. Mais on a vu Trump qui parle de 2 semaines d'attente avant qu'il décide. Il laisse un peu la lassitude, d'après lui, des négociations. On a vu à Genève où l'Union européenne avec l'Iran, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, ils en ont discuté. La position de l'Union européenne, c'est de revenir sur les négociations avec les États-Unis. Mais qu'à ça ne tienne sur le terrain, les choses avancent. Parce que aujourd'hui, ne confondons pas. Si aujourd'hui nous regardons de fond en comble comment les choses se passent, c'est pas la Palestine qui est à quelques kilomètres d'Israël, mais la guerre se passe à distance. Ça veut dire que les armes sophistiquées s'utilisent. Si nous prenons le côté de l'Iran, peut-être sous-estimé, Ils ont beaucoup de missiles. Ouais. ils ont des missiles Fatah qui à 15 km heure. Les missiles Fatah, ils ont les hypersoniques. Vous voyez tout ça? Voilà. Donc ils ont dit, ce qu'ils ont utilisé, c'est même pas 30% de leur réserve parce qu'ils se sont préparés. Ils savaient que Israël devait frapper. Mais quand Netanyahou parle, il faut neutraliser le régime des mollahs. Bien sûr, mais quand ils ont commencé l'attaque, premier jour, deuxième, troisième jour, ils vont finir. Mais je crois que là, il dit, la guerre sera longue. Il a déclaré Netanyahou. Oui, et que peuvent faire les pays africains dans ces conditions? Quelle est l'attitude des pays africains? Mais je crois que les pays africains observent. Non, observer, je crois que il y a des canaux dans ces genres de conflits. On se érige pas comme ça en médiateur. Non, il y a des canaux. Si aujourd'hui l'Union européenne, on a vu à Genève, qui a décidé que
l'Iran revienne sur la table de négociation avec les Nations Unies. Nous savons quelque part, oui, comme... Vous voulez dire, est-ce que les pays africains pèsent dans ce conflit pour peut-être contribuer à arrêter ou non? Bon, je crois que tout est possible. Si on nous accorde de l'importance, tout est possible. Parce que c'est la puissance. Il faut pas oublier qu'actuellement, l'Iran c'est une puissance, l'Israël c'est une puissance. Et ça nous donne matière à réflexion par rapport à la guerre du positionnement au niveau du monde. Ça montre que les pays africains sont des petites puissances. Bon, mais attends, petite puissance, petite puissance, c'est pas ça l'expression. Aujourd'hui, nous siégeons aussi, je crois qu'aux Nations Unies, l'Afrique a un mot. Ça veut dire que non, la guerre qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, je crois que l'Afrique aussi a eu un mot à dire dans cette affaire, malgré que ça persiste. Donc, je crois que, pour finir, je crois qu'aujourd'hui, l'Israël, par rapport à sa position, aujourd'hui, ouvre des fronts partout. Avec la Palestine, c'est pas encore fini. Là, l'Israël ouvre encore avec ça veut dire que dans sa capacité de défense, est-ce que l'Israël sera capable de tenir sans pourtant avoir le recours aux alliés? D'accord. Oui, le poids de l'Afrique dans ce conflit. Il ne faut pas aussi qu'on mélange toutes les choses. En fait, il ne faut pas aussi entrer dans un conflit qui ne te concerne pas. Mais le problème, ce n'est pas que l'Afrique, c'est tout le monde entier. Et l'Afrique, et l'Europe, et l'Asie, ce conflit concerne tout le monde parce que c'est le monde entier qui est en danger. Donc, ce sont les pays du monde qui vont mener une diplomatie à distance pour arrêter ce conflit-là. C'est pas que l'Afrique. Ne mettez pas aussi l'Afrique en difficulté. Voilà. Donc, ne parlez pas que de l'Afrique. Le monde est un village planétaire. Lorsque ça crépite là-bas, ça fait mal partout. Un petit mot sur le poids, la contribution des pays africains. Non, il faut être honnête. L'Afrique ne pèse en rien sur les décisions d'un Netanyahou et d'un Donald Trump à frapper l'Iran, vu comme l'hydre, comme vous voyez, le président George Bush parlait de l'Irak comme de la tête du mal. Et donc, ici, nous ne voyons pas l'importance. Déjà, les alliés eux-mêmes sont mis de côté, donc on ne parle pas de ce que dit ou pense l'Allemagne, la France, etc. C'est les États-Unis et... Ok, merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de subir ce conflit qui nous tombe sur la tête. Espérons que les deux parties reviendront au bon sentiment pour signer la paix. Nous allons poursuivre donc notre émission et je vous invite à ce deuxième reportage pour aborder le deuxième sujet. Vraiment, parce que si big Portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur triste sort. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandjili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces trois structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Aldous Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans des conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin.
Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est pas croyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour reprendre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pont-Noir, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. Alors voilà, là, la grève qui a été relancée, notons qu'elle avait été suspendue, elle est relancée, elle est déclarée illimitée. Au départ, on avait annoncé 100 services minimum, mais avec les négociations entre les syndicalistes et les autorités, ils ont réussi à avoir le service minimum. Mais cela n'empêche que Clavis, c'est un coup dur pour les malades au niveau des hôpitaux. C'est vraiment déplorable, mais pas que pour les malades, mais pour les médecins aussi. 28 mois sans salaire, c'est pas rien, c'est beaucoup. Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Tu fais 28 mois, bon, tu enregistres 28 mois d'arrière, tu manges comment, tu payes la maison comment. Ce n'est pas que l'hôpital de Pont-Noir, c'est un peu partout. Aujourd'hui, là, toutes les institutions congolaises qui bénéficient des budgets de transfert enregistrent beaucoup d'arriérés. Ils font comment? Il faut dire que la grève touche et les malades et les employés. Ben oui! Mais puisque le soignant n'est pas là, qui va les entretenir? Qui va prendre le soin d'eux? Ça touche tout le monde. Et c'est grave. Déjà, dans nos hôpitaux, on a des sérieux problèmes de matériel. Ajouté à ça, les médecins ne sont pas bien payés, mais ils ne pourront pas faire leur travail. On peut faire un travail affamé. En dehors de la faim, mais ils font comment pour arriver à l'hôpital? Il faut se déplacer. On est à Pont-Noir. Il faut payer le déplacement. Là aussi, ça demande d'argent. Et ça pose un réel problème de corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption tant que les gens ne sont pas à l'abri du besoin. Déjà, on se plaint que quand on va à l'hôpital, on nous demande de l'argent. Mais oui, ils sont obligés de demander de l'argent parce que ils sont pas payés. En dehors d'eux, les enseignants volontaires, c'est la même chose. Partout, les institutions, j'ai dit, les institutions à budget de transfert aujourd'hui enregistrent beaucoup d'arriérés parce que l'État n'arrive pas à les payer. Les mairies aussi. Bon, j'ai essayé un peu d'enquêter sur ça. Il y en a qui disent que, bon, à l'époque du ministre Ondeli, c'était un peu bien, mais les autres ministres qui sont succédés, en tout cas, ils ne perçoivent plus leur salaire. Oui, Albert, une situation difficile. Est-ce que les autorités n'ont pas vu venir cette grève, puisque les syndicats font toujours des préavis? Est-ce que on a pensé que ça ne servait pas, c'est pas une situation urgente? Non, c'est pas qu'il n'ait pas vu, c'est pas qu'elle n'ait pas vu cette grève arriver. Elles l'ont vu et comment? Parce que nous avons malheureusement pris l'habitude de, lorsque nous négocions ou nous affrontons une situation d'urgence, de penser que celle que nous venons de résoudre résout aussi toutes les autres. Et donc, bon, voilà, une fois qu'on a payé les fonctionnaires ou on a payé un mois, voilà, le reste, bon, ils vont se calmer pendant un temps et tout ça, mais ils oublient que ce sont des êtres humains qui vivent avec ce qu'ils gagnent de leur propre travail, et donc il y a cela. Elles ont bien vu cela, mais elles procèdent. Là aussi, elle dit un mot qui peut être pris à controverse. Bon, parce que le pays est en difficulté. Ça aussi, il faut le savoir. Ce n'est pas qu'elle fasse exprès, ces autorités, de ne pas payer dans les mairies, de ne pas payer les enseignants, de ne pas payer. C'est parce qu'elle manque de liquidité. Mais aussi, comme l'a dit Kiba, parce qu'il y a la corruption. Donc, ça veut dire que c'est le serpent qui mord la queue. On manque d'argent loyal pour faire face aux nécessités. Eh bien, on va se créer des situations où vous arrivez à l'hôpital, on vous demande est-ce que vous avez acheté du mercurochrome? Si vous n'en avez pas, moi, je vous l'en vends. Donc, voilà. Au bas de la table d'opération, il y a déjà tout un lot de médicaments que les agents de santé trafiquent et proposent aux malades quand ils ont été déclarés gratuits même. Et donc, voilà. Guy Blaise, finalement, c'est cette situation de crise, on dit crise, mais est-ce qu'il faut arrêter l'État pour ça? Est-ce que les gouvernements ne peuvent pas réfléchir pour entretenir ces agents?
cette grève pouvait être évitée par le dialogue. D'abord, ce n'est plus une information, les grèves dans ce pays. Ce n'est plus une information. Mais il faut dire que c'est le premier baptême du ministre, le nouveau ministre de la Santé d'abord. Jean-Rosaire Ibarra, qui vient d'être secoué par 3 hôpitaux dans la capitale économique qui vont en grève. Ça veut dire que dans quel secteur la santé? Très sensible pour les populations. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gouvernants ont vu venir la situation. Mais on te dira que aujourd'hui, le pays a une situation d'arriéré partout. Comme a dit Kiba dans le budget de transfert, Sénat, Assemblée nationale, tout ça. Même le gouvernement. Même le gouvernement, même la présidence de la République. Bien sûr. Donc, ça veut dire que, si on peut le dire, c'est pas un fait exprès. Bon, cela relève aussi de la qualité de la gestion de la chose publique. Parce que, 28 mois d'arriéré, c'est pas l'affilée, parce que là, ils réclament le mois de mai, avril-mai, je crois. Ils réclament les 3 hôpitaux. Mais il y a eu des négociations, certes. Le préfet, on a vu le préfet avec la délégation de Brazzaville rencontrer le syndicat pour un service minimum. Pour négocier le service minimum. Négocier le service minimum. Le service minimum, il faut qu'on négocie. Bon, je crois que ça sera tellement scandaleux. C'est déjà scandaleux. Parce que quand les médecins commencent à chasser les malades, bon, on ne sait pas où ils iront se soigner. Ces malades-là. Nous avons l'hôpital de Ngoyo. En fait, tous les grands centres là-bas, Ngoyo, Adolphe Cissé, plus Luanzili. Bon, on va il faut aller maintenant en Angola. Mais il faut avoir des moyens. Venir à Brazzaville, c'est la même situation. Ça veut dire que le secteur de la santé aujourd'hui pose d'énormes problèmes. Je crois que les pouvoirs publics ne pouvons plus accepter que nous arrivions à des temps morts comme ça. Nous savons que bon, voilà, nous devons à ce secteur tant, mais faisons l'effort de ne pas qu'il aille en grève. Parce que c'est pas, je le dis, je le réitère, c'est le plus nouveau, les grèves dans ce pays. Mais quand on voit venir la situation arriver, on peut anéantir avant que ça soit trop tard. Parce qu'il y a des préavis de grève donnés. Les syndicalistes donnent des préavis de grève. Vous êtes en train de dire que le gouvernement n'a pas de liquidité, mais est-ce que il est capable de contrer les choses avant qu'elles ne soient déclenchées? Non, mais attends, Chrysostome, je te dis, l'État reste l'État. Parce que, quand vous parlez de ça, vous dites que non, bon, est-ce que, non, mais, si on dit aujourd'hui que l'État ne peut plus résoudre de telles situations, l'État est mort, c'est le collapse étatique, c'est la mort de l'État. Mais on ne peut pas, si la mort de l'État de la République n'existe plus. Donc, l'État a des moyens de trouver des solutions à tout problème. Mais pourquoi les solutions ne sont pas... Mais je crois que c'est un processus, parce qu'ils n'ont pas été assistés. Du coup, il y a eu l'intervention du préfet, Séber Iboko Nanga, et la délégation de Brazzaville. Ils ont fait asseoir les syndicats pour trouver des solutions. Ne fût-ce que pour le moment avoir le service minimum pour essayer de traiter, parce qu'on ne sait pas, toi et moi, s'il y a déjà eu des cas de décès quand on fait sortir, parce que ceux qui sont à la réanimation et autres, ils feront comment? Mais la crainte, c'est aussi quoi? La crainte, c'est que si on résout Pointe-Noire, Brazzaville prendra le relais parce que c'est la même situation. Il faut qu'on pense à résoudre le problème partout, pas qu'à Pointe-Noire. Quand on résolve le problème à Brazzaville, à Oyo et partout, là où il y a les grands hôpitaux. Parce que c'est la même situation partout. L'État ne peut pas être fatigué. Voilà. L'État ne peut pas être fatigué. C'est-à-dire ceux-là qui gèrent l'État ne peuvent pas... Parce que si l'État est fatigué, c'est fini. C'est comme dit Kiba, la situation à Pointe-Noire. Demain, ça reviendra à Brazzaville. Ce sont les mêmes situations que nous vivons. Voilà. Donc, l'État doit faire un effort de chercher à régler toutes ces situations-là. C'est l'État. C'est à l'État de régler ça. L'État va être fatigué. Mais là, quand on arrive aux grèves, c'est comme si l'État est fatigué. Oui, mais c'est-à-dire que là, c'est parce que nous parlons de l'État comme concept. Hein, un peu comme ça. Oui, ce sont aussi des gens, des personnes qui parfois elles-mêmes sont impactées par des situations de non-paiement. Je veux dire, vous pouvez pas demander à un ministre de dire, mais fais le zèle, essaie de résoudre là, il dit, mais moi, j'ai 4 mois d'arriéré de salaire et je peux pas. Donc, cela veut dire qu'il faut une situation d'ensemble pour une solution d'ensemble. On peut pas simplement dire, taper sur les médecins
Encore que notre personnel de santé a aussi quand même malgré tout une part de responsabilité non négligeable. Hein. L'éthique et la déontologie, quand le serment d'Hippocrate, etc. Oui, mais est-ce que l'éthique et la déontologie sont battues de... Face à la fin. C'est pas parce que il n'y a pas un paiement régulier. Ça, c'est le débat donc entre l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui a commencé? Ben oui, parce que non, finalement, c'est une situation qui nous amène à plonger dans les ressources intellectuelles, politiques, économiques qu'il faut pour arrêter, enrayer ce qu'il y a. Sinon, moi, je trouve vraiment dramatique que quelqu'un qui a été retenu à l'hôpital pour être opéré soit mis dehors parce que le médecin qui devait l'opérer n'est pas payé. C'est-à-dire que de part et d'autre, on se dit, mais quelle est la loi? Quelle est l'éthique supérieure? Le malade a le droit de se soigner. Le pays a besoin de citoyens valides. Mais le médecin a aussi le droit de gagner sa vie honnêtement. Et donc, de prendre soin de sa famille. C'est le serpent qui mord la queue. Ok, merci. C'est le serpent qui mord la queue, comme le dit Albert. Et nous pensons que les autorités, elles qui ont la charge de gérer la vie quotidienne des populations, vont vraiment prendre à cœur la situation des hôpitaux afin que ces genres de situations ne se reproduisent plus. Parce que ce sont les malades qui vont en pâtir et aussi le personnel soignant qui doit aussi prendre en charge sa famille. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.